Les habiletés sociales, ça englobe plein de choses et je voulais un peu simplifier ou décomposer le concept de manière à le clarifier. Les habiletés sociales, c'est ce qui régit toutes les règles qu'on a dans la société, les règles morales, les règles culturelles, ce que j'ai appelé le contexte social, les règles relationnelles, c'est-à-dire comment on interagit avec sa grand-mère, le chauffeur de taxi, la boulangère, son frère ou le chien, comment moi je vais interagir avec ces personnes-là. Ça inclut évidemment les scénarios sociaux. Les scénarios sociaux, c'est en fait un condensé de contexte, de règles, et ça explique à la personne son rôle dans l'histoire en fait. Ça explique aussi le comportement d'autrui. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose ou réagit d'une façon ou une autre, et qu'est-ce qu'on doit chercher à observer avant d'interagir et pendant qu'on interagit. Et ça termine avec la personne elle-même. Et ça, on oublie beaucoup. Les habiletés sociales, ça va du plus général, la société, au plus spécifique, moi. Et donc la personne, c'est qu'est-ce qui motive son propre comportement, quels sont ses besoins et quelles sont ses émotions. Donc tout ça, c'est les habiletés sociales. Donc vous voyez déjà que c'est relativement complexe. Donc il est évident que ce n'est pas quelque chose que les enfants vont apprendre en 5 minutes, ni en une fois par semaine dans un groupe d'habiletés sociales. C'est quelque chose qu'ils vont développer tout au long de leur vie et surtout dans le contexte familial. Alors là, je vous ai remis un peu pour présenter autrement. Dans le contexte, si on part par la personne, on commence par la personne elle-même, elle va, sur son comportement, va être motivée par ses propres besoins. Par exemple, j'ai besoin que mon besoin soit reconnu, et sur les indices que je vais avoir sur mon état. Parce que au départ, un enfant, quel qu'il soit, ne va pas forcément comprendre quand il a des signes de colère qu'il est en colère. On va lui apprendre quand tu te sens énervé, que tu as chaud, que tu as envie de bouger et que ton cœur bat plus vite, c'est de la colère. Donc ça fait partie de ce qu'on apprend dans les habiletés sociales, mais évidemment dans tout ce qui est régulation émotionnelle, mais les deux sont liés. Donc, ce qui régit mon propre comportement, c'est mon état émotionnel et les indices que je vais plus ou moins recevoir et les besoins que je peux avoir à un instant T. Si j'ai soif, je vais sentir ma gorge sèche. Alors, c'est pas exactement un besoin social, mais c'est la même idée. Si j'ai envie de jouer avec le copain Marcel, je vais faire un certain nombre de choses. Donc, tant que je ne comprends pas que c'est ça que je veux, ça va être difficile de trouver le bon scénario. Donc, comprendre son besoin et comprendre son état sont indispensables pour développer des habiletés sociales. Attention, ça c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'état souhaité. Ensuite, à partir du moment où je commence à interagir avec quelqu'un, je vais m'intéresser au comportement d'autrui, c'est-à-dire mon copain Marcel. Il va falloir que je puisse évaluer l'état d'esprit de Marcel, ce que Marcel veut ou veut pas, et comment Marcel va réagir en fonction de ce que je vais faire. Et là, on est dans le cœur de la difficulté avec le TSA, puisque ça demande de se mettre à la place de Marcel. Donc l'exemple que je vous ai mis là, c'est si maman ne répond pas, c'est qu'elle peut être occupée. Donc beaucoup d'enfants neuroatypiques ont tendance à déranger leurs parents alors qu'on voit très clairement un autre enfant aurait peut-être vu que la personne est concentrée. Et donc déjà, il faut pouvoir repérer l'état de la personne. Si son copain Marcel est en train de pleurer parce qu'il est tombé, c'est pas le moment de commencer à lui parler de ses Playmobil. Sauf si on veut lui faire du bien. Et donc, quand Marcel tombe, l'indice sur le besoin, c'est d'après ce que je sais, qu'est-ce qui va aider Marcel à ce moment-là. Donc là, ce serait peut-être de consoler Marcel, de lui donner un jouet pour le distraire. Et dans le cas de maman qui est occupée, c'est peut-être se dire « Ah, si maman répond pas, c'est qu'il faut peut-être qu'elle finisse. » Ça, c'est quand même relativement compliqué comme déduction. Mais vous voyez déjà que on n'est même pas parti de la personne et on a déjà un niveau de complexité assez avancé. Le troisième niveau de complexité,
c'est tout ce qu'on appelle les règles relationnelles et son pendant, on va dire, plus pratico-pratique, qui sont les scénarios sociaux. Les règles relationnelles, c'est comment est-ce qu'on interagit avec les gens, ce qu'on fait pas, à quoi on voit que c'est bien ou c'est pas bien, quels sont les indices, quelles sont les règles qui vont être éminemment culturelles et qui vont varier suivant le contexte. Donc là, par exemple, vous allez on parle à un adulte différemment qu'à un copain, taper n'est pas acceptable même si c'est ton ami, on ne tape pas son ami, ça ce sont des règles, donc c'est quelque chose, c'est une règle. Et donc, c'est quelque chose que l'enfant peut prendre comme limite ou contrainte. Les scénarios sociaux, on va dire que c'est la mise en application de toute une série de règles dans un contexte particulier. Donc, exemple, comment on s'y prend pour jouer avec un copain? Si tu veux aller jouer avec Marcel au Playmobil, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est 1. Est-ce que Marcel a envie de jouer? 2. Aller voir Marcel. 3. Demander à Marcel, tiens, est-ce que tu veux qu'on joue? 4. Se mettre avec Marcel. Ne pas jouer à côté, mais jouer avec, c'est-à-dire faire un compromis en se disant comment est-ce qu'on peut jouer avec Marcel, s'adapter peut-être à ce que Marcel a envie de faire. Si Marcel veut jouer au pirate, ne pas lui dire non, on joue exclusivement à l'espace, etc., etc. Et si on prend un scénario plus simple, qui ne demande pas une interaction avec un enfant du même âge, si on va dans un magasin, par exemple, on peut expliquer à l'enfant, quand on va dans un magasin, quand on ouvre la porte et qu'on voit la personne, on lui dit bonjour, papa ou maman passe la commande, paye, récupère ce qu'ils ont acheté, et ensuite on dit au revoir et on s'en va. Ça, c'est un scénario social très simple. Mais ce scénario social n'est pas automatisé chez les enfants autistes. Pourquoi? Parce que les enfants autistes en particulier n'ont pas la capacité à apprendre aussi facilement par imitation. Un enfant neurotypique va apprendre énormément de ce que je présente ici en observant et en imitant. Il va imiter les manières de ses parents, imiter la façon de faire, de dire bonjour, au revoir. Il va juste en fait appliquer les règles sans être conscient qu'il applique les règles et sans se poser des questions sur les règles. Alors qu'un enfant autiste, comme il a besoin d'avoir une logique à tout ce qu'il fait, il va chercher les règles, mais il ne va pas forcément comprendre et il ne va pas pouvoir généraliser les règles. C'est pas parce qu'on dit bonjour à la boulangerie qu'on dit automatiquement bonjour à la piscine. En tout cas, dans un premier temps. Évidemment, à un moment, ils vont comprendre. Donc là, on est au niveau des règles relationnelles. C'est comment on communique. Par exemple, on ne parle pas la bouche pleine ou etc. Et puis, on a les contextes sociaux, qui est une espèce d'extension des règles relationnelles, qui sont des grands principes. À l'école, on écoute les adultes. À un enterrement, on ne rigole pas. Au cinéma, on ne fait pas de bruit. Souvent, ça, c'est plus facile à comprendre parce que ça ne demande pas une interaction, mais c'est quand même pas évident parce que comme forcément, à l'école, il y a des gens qui vont pas écouter les adultes. À un enterrement, il y a des enfants qui vont peut-être courir quelque part. Et au cinéma, il y a des gens qui vont faire du bruit. Les enfants vont avoir du mal à comprendre que ça peut être une règle alors qu'elle n'est pas respectée. Mais ça, c'est presque un autre sujet.